après un premier volet où nous avons célébré les vertus du sport, l'éloge du sport, où il a été fait référence à cette dédicace de variations sur le sport, à mes maîtres de gymnastique, à mes guides de haute montagne qui m'ont appris à penser. Nous allons maintenant peut-être envisager une phase peut-être plus sombre du sport, car dans le sport, tout n'est pas lumineux, ni rose. Ni rose. Alors, on peut peut-être aborder cette question. Alors, en quels termes faut-il l'aborder? Qu'est-ce qui n'est pas rose? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Moi, je crois que si on regarde maintenant les sports de compétition, comme le cyclisme, l'athlétisme ou les sports d'équipe, il y a eu une phase que j'ai connue et qui perdure encore, que j'appellerais volontiers la phase de l'appartenance, c'est-à-dire dans les combats ou dans les confrontations de type Jeux Olympiques ou rencontres de football ou de rugby, il y avait l'équipe de telle nation ou telle ville contre l'équipe de telle autre nation, tel autre village, etc. Et il était clair que les joueurs de rugby, de football, ceux qui couraient ou qui sautaient, appartenaient. Je me souviens très bien, quand j'étais jeune, que le trois quarts de mon équipe était mon voisin, que le demi d'ouverture était mon instituteur, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'était des voisins, et on sentait que l'équipe était l'équipe d'eux. C'est-à-dire j'appartenais comme enfant, ou comme spectateur, ou comme supporter, à ce qui représentait le village, la ville, la nation. Bon. Et il y avait une sorte d'enthousiasme ou de participation à ce type de... c'est un peu les Curias et les Horaces représentent Rome, et moi qui m'appelle Camille ou Sabine, je suis enthousiaste et partisan de la victoire d'eux. Et peu à peu, cette appartenance ou cette identité se met à disparaître, puisque sous la pression de l'excellence, on a fini par acheter des joueurs de telle sorte que dans une équipe, il arrive quelquefois que l'entraîneur soit gêné parce qu'il y a 12 langues, vous voyez, dans une équipe de football ou de rugby. Et par conséquent, cette appartenance-là est en train de s'effilocher, de disparaître, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, je ne sais pas, il faudra le regarder. Mais enfin, à un moment, il y a eu ce basculement où aujourd'hui, on peut dire que l'enthousiasme de la foule ne me paraît plus tellement être de l'ordre de l'appartenance, premièrement. La deuxième chose que je dirais volontiers, c'est qu'avec ce marché qui fait acheter des joueurs d'un peu partout, pour gagner, on a voulu professionnaliser la plupart de ces sports-là, donc acheter, comme sur le marché des esclaves autrefois, acheter des joueurs excellents, à des prix d'ailleurs croissants et devenus quelquefois excessifs. Et du coup, ben voilà, le sport-spectacle est devenu presque sans intérêt, parce que nous savons qui va gagner, tout bêtement. Lyon est champion de France depuis combien? 6 ou 7 ans. Manchester United est l'équipe de football qui est la plus dotée en matière de capitalistique. Par conséquent, au début de la saison, il suffit de faire le classement de l'investissement financier pour savoir finalement quel sera le classement final au bout de la saison. Tout se passe comme si ce n'était pas la peine de jouer, ce n'était pas la peine de se rencontrer, de faire des matchs, puisque le classement est préétabli par l'investissement. Et donc, là, l'intervention du professionnalisme, de l'argent, de l'investissement, du marché, etc., a rendu un peu caduque l'intérêt qu'on peut porter à ce suspense, n'est-ce pas? Voilà. Alors, premièrement, le désinvestissement sur l'identité et l'appartenance. Deuxièmement, l'arrivée des investissements financiers très forts, avec des salaires hors de prix. Troisièmement, la drogue, c'est-à-dire pour gagner, bien entendu, il faut... je crois que c'est Jacques Anquetil qui disait on ne monte pas l'école des Pyrénées et des Alpes avec des tasses de thé, bien sûr. Bon. Par conséquent, il était entendu qu'on pouvait prendre des anabolisants, puis ensuite des drogues de plus en plus dures pour gagner. Et j'ai une amie qui était médecin sportif,
et qui disait être entrée dans une équipe de cyclistes et croyant rencontrer des athlètes, elle avait rencontré des toxicomanes. Et donc, si les sportifs, deuxième basculement, premier basculement l'identité d'appartenance, deuxième basculement côté d'argent, troisième basculement du côté de la drogue. Alors là, évidemment, le spectateur sportif se trouve abusé, se trouve trompé. Il est trompé par la non-appartenance, il est trompé par l'investissement financier, il est trompé par l'abus des toxiques ou des drogues, etc. Mais il est trompé par quelque chose de beaucoup plus profond que je voudrais analyser, parce que tout ça, c'est des choses connues, l'appartenance, la drogue, la finance, etc. Mais je voudrais analyser quelque chose qui me paraît plus intéressant. C'est que au fond, il y a deux sortes de sports. Nous l'avons dit déjà dans la première partie. Il y a le sport spectacle, le sport dans les stades avec le billet d'entrée de tel prix. Et puis il y a le sport que vous pratiquez, vous et moi, quand on est alpiniste, marcheur ou qu'on fait du jogging, qu'on pratique simplement pour la santé, pour l'hygiène, pour la maintenance de son propre corps, pour la dignité de son corps. Mais on y reviendra là-dessus. Mais dans le sport-spectacle, il faudrait relire Aristote ou la rhétorique des anciens, savoir, mais voyons, quelle est l'essence du spectacle? Et l'essence du spectacle, comme du récit, c'est de savoir qui a tué qui, quel est l'assassin. C'est de savoir où va le récit, si le héros va réussir à faire ci ou non. Par conséquent, l'intérêt du récit ou l'intérêt du spectacle, c'est le suspense. Comment atteindre le suspense? Et les coups de théâtre. Les coups de théâtre, à travers le coup de théâtre. Par exemple, nous parlions tout à l'heure d'Horace, d'abord Curiace va gagner, on annonce que Curiace va gagner, et puis tout d'un coup, coup de théâtre, on revient, et c'est Horace qui a gagné, c'est l'inverse. Par conséquent, le suspense est justement attaché à la question que je vais maintenant analyser, c'est la question qui va gagner. Et je crois que le sport, la grande découverte du sport, ce qui attache les gens dans les 80 minutes ou les 2 fois 40 minutes des mi-temps, ou les 2 fois 45 minutes des mi-temps, c'est d'être le temps pour savoir si c'est le PSG qui va gagner ou l'OM, c'est savoir si c'est les Girondins de Bordeaux ou Auxerre qui va gagner, si c'est telle et telle équipe de rugby, qui va avoir des médailles d'or, qui va battre des records, vous voyez. Et c'est au fond ça l'essence du spectacle, le suspense. Et le suspense aujourd'hui est résumé sur la question qui va gagner. Et la question qui va gagner est en train de recouvrir tout. Alors, qui va gagner Obama ou Madame Clinton? Qui va gagner les démocrates ou les républicains? Qui va gagner la gauche ou la droite? Qui va gagner aux élections municipales ou aux présidentielles? Qui va gagner en football? Qui va gagner Toto ou Lulu dans la Star Academy? Qui va gagner? Et tout d'un coup, la société du spectacle global qui a envahi la totalité de la société aujourd'hui est intoxiquée. C'est nous qui sommes drogués. C'est plus les joueurs, c'est plus les footballeurs ou les rugbymen qui sont drogués, c'est nous que l'on drogue en nous mettant tout le temps la pression sur la question qui va gagner. Et si vous regardez vraiment comment marche la société du spectacle, c'est pas le sport et la société qui m'intéressent. C'est pas le sport comme image de la société, c'est que toute la société aujourd'hui est à l'image du sport. C'est-à-dire que, quels que soient les événements, au fond, toute la question est de savoir qui va gagner. Et mon problème personnel, c'est comment je vais me désintoxiquer peu à peu de la question qui va gagner. Et au fond, c'est une question très intéressante. Et ce que je souhaite, c'est que la société se dégage peu à peu de cette question, nous-mêmes, que nous nous intéressions plus de cet événement, etc. Parce qu'il y a deux choses, c'est combien va gagner celui qui impose aux autres la question qui va gagner. Et celui-là, je le connais bien, c'est toujours le même. C'est celui qui vend les billets au stade ou qui est l'investisseur financier, c'est lui qui gagne.
c'est pas les Verts ou les Bleus, c'est pas telle ou telle équipe, c'est forcément le capitalisme. Enfin, donc on retrouve l'argent. On retrouve l'argent. Oui. Et donc, dans le sport, la question qui va gagner recouvre tout. C'est-à-dire recouvre l'argent, recouvre la drogue, recouvre l'appartenance, recouvre à peu près tout le marché. Et du coup, nous sommes en présence d'une question si importante qu'elle cache tous les vrais problèmes, qu'elle cache le problème de la drogue, qu'elle cache le problème qui est très important de la médecine. Est-ce que ces héros ou ces joueurs ne vont pas avoir une vieillesse difficile, s'ils n'auront pas trop de chocs s'ils sont rugbymen, s'ils ne seront pas trop malades par la drogue qu'ils ont absorbée, ainsi de suite. Des problèmes de société, des problèmes même politiques. Donc, si vous voulez, ce qui me frappe le plus, c'est que le suspense du sport a envahi la société. Avant, on se disait le sport est un modèle réduit de la société, et maintenant je vois que la société est un modèle réduit du sport. C'est-à-dire que la société ne fait plus que poser cette question. Et voilà, mais cette question m'emmerde. C'est-à-dire, je voudrais, moi, que les gens se dédroguent de la question qui va gagner, c'est-à-dire, chers téléspectateurs, voilà, je vais vous dire, dès que quelqu'un vous persuade de l'intérêt de la question qui va gagner, foutez le camp. C'est-à-dire, ne vous intéressez plus du tout à quelque événement où on vous pose la question qui va gagner. Voilà. Qui va gagner, c'est la drogue moderne. Mais comme vous l'avez dit, elle n'est pas simplement liée au sport. Ah non, non. Elle envahit la totalité. Envahi la société. Donc il faut se mettre en congé de la société. Non, il faut se mettre en congé de la question qui va gagner. Voilà. C'est-à-dire les vrais problèmes économiques, les vrais problèmes sociaux, les vrais problèmes, etc., politiques même, se posent toujours en dehors de la question qui va gagner. Or, aujourd'hui, on recouvre tous les problèmes de la question qui va gagner. Et je crois qu'il en était de même, peut-être finalement, sous la Rome antique, où quand on disait du pain et les jeux, c'était qui va gagner, les verts et les bleus, au Grand Colisée, ou au théâtre, dans les courses de chevaux, ou dans les luttes de gladiateurs, qui va gagner. Il n'y a plus d'efficacité cathartique du spectacle sportif. Au contraire, ça provoque de la violence plutôt que de la canaliser. Alors, ça, c'est une seconde question très intéressante. En effet, je crois profondément que le sport, comme la guerre d'ailleurs, mais ça, il faudrait en parler plus longuement, fait partie des institutions qui ont été mises en place dans la société pour endiguer la violence. Et c'est très simple, au lieu de se battre tout Toulouse contre tout Bordeaux, ou tout Paris contre tout Lyon, ben on va prendre une armée, c'est l'armée des Parisiens et l'armée des Lyonnais, et pendant ce temps, les vieillards, les femmes, les enfants ne se battront pas. Bon. Mais le sport, c'est la même chose, on va en prendre 11 ou 15 selon les sports, et c'est-à-dire on va faire baisser le nombre et ils vont se battre les uns contre les autres. Donc ça fait baisser la violence. Donc toutes ces institutions sont faites pour faire baisser la violence, et l'arbitre est là, d'ailleurs, nous en avons déjà parlé, pour endiguer cette violence-là. Or, les institutions qui ont pour but d'endiguer la violence ont une efficacité limitée temporairement. Et je crois qu'à certains égards, le football, etc., le rugby un peu moins, mais le football avait à un certain moment atteint ses limites. C'est-à-dire avait produit des hooligans, etc. Mais les hooligans, c'est normal qu'ils soient là, puisque le sport est justement là pour endiguer la violence. Alors il faut bien que la violence soit là. Et toute la question est de savoir quelle est l'efficacité du sport pour endiguer cette violence-là. Et dès le moment où on voit des morts au Heysel, par exemple, on voit très bien qu'il atteint la limite de son efficacité. Vous avez parlé tout à l'heure d'appartenance, votre voisin, l'instituteur, oui. L'appartenance à un village. Oui. Mais c'est une idée qui vous est chère. Est-ce que l'appartenance, la notion même d'appartenance, est-ce que la libido d'appartenance... C'est une libido, c'est une passion, évidemment. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas dangereuse? Est-ce que cette libido d'appartenance n'est pas en elle-même dangereuse? Elle l'est, elle ne l'est pas, comme toutes les passions. Les passions peuvent être toujours ou positives ou négatives. C'est une jouissance d'appartenir à une famille, d'appartenir à un quartier, à une équipe, etc. C'est une jouissance tranquille.
facile, mais qui peut devenir évidemment très pugnace à un certain moment lorsqu'elle se présente devant une autre appartenance. Et à ce moment-là, évidemment, c'est la guerre entre Rome et Albe, c'est la guerre entre les équipes et les armées. Et donc, la passion de l'appartenance ou la libido d'appartenance peut être à la fois calme et engendrer de la violence. Et le sport, précisément, avait ceci d'intéressant, qu'elle puisait dans la passion de l'appartenance, dans la libido d'appartenance, et que, face à une autre libido d'appartenance, on arrivait à régler les problèmes d'opposition entre les deux appartenances, avec l'arbitre, avec le fait qu'il y ait dans le spectacle sportif la règle des 3 unités du théâtre classique. C'était toujours une action donnée, les bleus contre les verts dans telle et telle règle de sport, c'était du rugby ou du football, et il y avait l'unité de temps, c'était 80 minutes, 85 minutes et pas plus, ou des rounds de 14 rounds de 3 minutes, vous voyez, et puis des règles de lieu, c'est-à-dire dans un rectangle bien précis, qui est coupé en zone très précise, d'essai, de but, etc. Et par conséquent, les 3 unités du théâtre classique sont là, vous voyez, et ça permettait de régler la totalité de la violence. Donc je crois que le sport, pour ce qui concerne la libido d'appartenance, était parfaitement au point. Et toute la question, c'est que tout se dissout à un moment, c'est-à-dire l'appartenance s'en va parce qu'on ne reconnaît plus les siens, si vous voulez, et d'autre part, arrivent dans ces oppositions des gens qui n'ont plus rien à voir avec l'appartenance. Que je sache, les hooligans ne sont pas vraiment des gens qui sont authentiquement pour Marseille ou authentiquement pour Liverpool. Vous voyez, voilà. Ils sont là pour simplement la violence pure. C'est ça, la crainte finalement que l'identité se réduise à ce moment-là à des appartenances exclusives. Bien sûr. Mon thème est de dire que le danger, c'est de confondre l'identité et l'appartenance. Je ne suis pas d'Agen ou de France, etc. Je suis moi-même, et tout le reste, c'est des appartenances. C'est-à-dire de bien délimiter l'identité et l'appartenance. Voilà. Et le sport moderne a tendance parfois à confondre ces 2 domaines. L'ancien sport, c'est ce que je trouve là qui a changé, cher ami. C'est-à-dire qu'autrefois, en effet, il y avait une sorte de confusion entre identité et appartenance, et peu à peu, tout s'est dilué sous les influences diverses dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Un rapport récent a parlé des limites objectives qu'atteindrait le corps humain dans un certain nombre de sports et qu'on ne pourrait pas dépasser. Il y aurait une indépassabilité, au fond, de certaines limites. Et je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire, je crois qu'on dit 2017, je crois. 27, je crois. 27, peut-être, oui, où on ne pourrait plus sauter plus haut, courir plus vite, etc. Alors, toute la question qui se pose là est une question quasi technique ou de biotechnologie. Déjà, la biotechnologie est intervenue dans ces limites parce que beaucoup de ces records sont réalisés sous la pression de la drogue. Et on a vu des cas où on a déclassé des recordman ou des champions de médailles d'or aux Jeux Olympiques qui avaient fait des exploits extraordinaires mais qui étaient sous l'emprise de la drogue. Donc la drogue aide à accomplir tel ou tel exploit, à dépasser les limites. Bon. Mais la drogue, là, n'est que l'aspect chimique de la question, ou biochimique de la question. Il va y avoir bientôt des aspects biophysiques de la question, ou des aspects génétiques de la question. On voit très bien comment on pourrait, à la rigueur, préparer génétiquement quelqu'un pour être un champion, un peu comme on prépare génétiquement pour être un homme ou une femme, etc. Je fais de la science-fiction ici, bien entendu. Mais on ne voit pas pourquoi, à un certain moment, cela ne serait pas possible, ou alors d'avoir des genoux en argent, ou d'avoir des hanches en matière plastique, etc., augmenter de 3 coudées sa taille, etc., ou de la même façon qu'on agit sur les muscles, pourquoi à un moment on n'agirait pas sur le squelette, sur la circulation du sang, etc. Et toute la question là, de la limite, va être résolue, à mon avis, demain, par une sorte d'équilibration
entre ce que nous disons maintenant et ce que nous avons dit tout à l'heure. Est-ce que la société aura la sagesse ou la folie de choisir entre cette technicisation du corps d'une part, ou d'autre part, la drogue qui va gagner? C'est-à-dire, si on est emporté, comme par un tsunami, par l'intoxication de la question qui va gagner, alors nous irons tout à fait au bout dans la question de la limite. C'est-à-dire, puisque nous voudrons toujours répondre à la question qui va gagner, alors on laissera les gens faire toutes sortes d'interventions sur le corps sportif. Si au contraire, on est un peu apaisé sur la question qui va gagner, alors on peut imaginer un sport tout autre où il n'y ait plus la confrontation, où il n'y ait plus la question qui va gagner, etc. Mais ce sport-là, il existe déjà, puisque quand même un très grand nombre parmi nous pratiquons, puisque j'en suis, je le mets aux premières personnes du pluriel, pratiquons des sports sans aucun souci de performance, de confrontation, de gain ou de perte, de victoire ou de défaite. J'ai fait toute ma vie de l'alpiniste sans savoir si j'étais le premier à passer une paroi ou si j'étais celui qui l'avait fait le plus vite. Aujourd'hui, je marche parce que je suis un vieillard, mais ça m'est égal de savoir si je le fais en tant de minutes ou si je ne le fais pas, vous voyez. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont comme moi, c'est-à-dire font de la randonnée, font de l'alpinisme, font de la marche ou du sport ou du jogging, sans aucun souci de la performance ni du gain. Mais la société n'en est pas là, puisque précisément je vous dis, et je vous disais tout à l'heure, que toute la société était envahie par la question qui va gagner. Alors, il va y avoir un équilibre assez décisif à un moment, qui me paraît être un équilibre moral, culturel, de civilisation, de folie en quelque sorte, entre est-ce qu'on va garder cette intoxication-là, et dans ce cas-là, alors oui, on fera de l'homme un homme biotechnique, si vous voulez, et lui dépassera toutes les limites possibles. Ça dépendra évidemment de l'intelligence du généticien, du chirurgien, bref, de celui qui implantera les outils dans le corps. Comme si ce que j'appelais autrefois l'exodarwinisme, c'est-à-dire les techniques qui sont sorties du corps, allaient tout d'un coup y rentrer. Le corps perd. Oui, c'est ça. Et alors maintenant, le corps va gagner ce qu'il a perdu. Vous voyez ? Et pourquoi pas ? On peut penser que pour les maladies, ça aura lieu. On peut penser que pour les espèces animales, ça aura lieu. Pourquoi ça n'aurait pas lieu pour le sport ? Je crains que ça ait lieu et que la drogue qui va gagner soit la plus forte. Dans la tradition philosophique, il y a une bonne tradition technophobe, ce qui n'est pas du tout votre cas. Non, non. La technique, elle est neutre au fond. Hein. Elle ne sera que ce que nous en ferons. Mais d'où viendra, quel est votre espoir concernant les forces sociales, les forces vives qui seront capables éventuellement de s'opposer, de dire non à cette forme symbolique du sport conflictuel, à cette forme symbolique d'un sport réduit à la confrontation? C'est une très bonne question. Et cette question se pose dès aujourd'hui, François. C'est que, par exemple, devant les grandes institutions, qui sont des institutions aujourd'hui vouées au spectacle, au spectaculaire, la politique spectacle, les médias spectacle, la société spectacle, la société du spectacle, qui n'est pas née avec Debord d'ailleurs, qui est née avec Louis XIV, qui était le premier danseur du royaume, qui est née avec toutes les belles femmes qui se promenaient en calèche dans le bois de Boulogne chez Proust, etc., ou à la cour chez Saint-Simon. La société a toujours été la société du spectacle. Et toute la question est de savoir si cette société du spectacle va être mise en échec par les individus. Alors voilà, nous y sommes. C'est-à-dire aujourd'hui, les grandes institutions géantes sont des sociétés spectaculaires. Très bien, les institutions spectaculaires. Mais aujourd'hui, il y a la naissance d'un individu nouveau. L'individu qui a des chaussures de sport et qui va faire du jogging, c'est l'individu qui... Alors je suis technophile là, et sur la toile aussi, et qui a son blog lui aussi, et qui peut se connecter avec d'autres individus qui ont le même intérêt ou la même passion que lui. Et donc là, ce connectif va-t-il remplacer le collectif ? Et je vois là une lutte très intéressante, qui est à la fois politique et sportive, si vous voulez, entre l'individu nouveau, que je vois apparaître, et dont le symbole magnifique est Madame Huard,
Vous ne connaissez pas Madame Huard. Madame Huard est une bonne Belge de Liège qui, étant fatiguée de la bagarre entre les Flamands et les Wallons, a fait un petit blog et puis ensuite une sorte de pétition pour dire que les hommes politiques la fatiguaient de cette bagarre. Et tout d'un coup, elle a eu, en 4 semaines, 500 000 appels. Alors que les hommes politiques ont à peine 600 ou 700 000 voix en 40 ans de travail. Vous voyez, ça c'est du connectif. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y ait une défense de l'individu, de sa santé, de son bien-être, de sa liberté, de sa dignité, face à ces grandes entreprises de spectacle. Alors les grandes entreprises de spectacle feront ces monstruosités-là. Et qui va se défendre contre ces entreprises de spectacle? C'est vous, moi, ceux qui m'écoutent, les individus qui sont lassés, dégoûtés à jamais, jusqu'à vomir, de ces entreprises de spectacle et qui vont jusqu'à la monstruosité, finalement, du cirque romain, des jeux, des gladiateurs et de tous ceux qui, finalement, meurent pas, puisque, comme vous le savez, l'espérance de vie des joueurs de football américain est à peine de 45 ou 50 ans. Vous voyez, bon, ben, ça, quand même, c'est du spectacle, oui, mais c'est aussi le spectacle de la mort. Et par conséquent, face à cette mort-là, ben, il y a la vie des individus et la défense et illustration de la santé et du bien-être individuel. Vive l'individu aujourd'hui en train de se connecter avec d'autres individus pour lutter contre ces géants-là. Ça, c'est une thèse paradoxale, c'est la connectique comme réappropriation de soi. Réappropriation de soi, oui, oui, absolument. C'est-à-dire du soin de soi. C'est-à-dire, je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de sportifs. Enfin, il ne faudrait pas dire sportifs, il faudrait dire des gens qui ont le soin de leur physique, de leur santé, de leur bien-être. Il y a beaucoup plus de sportifs de ce genre que de sportifs qui s'adonnent à la performance, c'est-à-dire à résoudre en temps réel, parce qu'elle n'est jamais résolue, la question qui va gagner. Une certaine conception de l'éducation dans le système scolaire prévaut le sport sous sa forme peut-être la plus contestable, au dépens peut-être d'une éducation. Je suppose que les professeurs de gymnastique sont les plus sages professeurs du monde et qui sont vraiment professeurs d'éducation physique et que le sport pour eux est le cadet de leurs soucis. Même si les parents veulent faire de leurs enfants des prodiges de tennis ou d'athlétisme, prière à nos amis professeurs d'éducation physique de refuser cette toxicomanie-là. L'ensemble d'ailleurs des professeurs, oui, c'est peut-être de donner des armes pour être des connectés voilà, et puis d'être surtout des gens attachés à leur propre hygiène, à leur propre santé, c'est-à-dire de retrouver en 2000 ou en 2010 l'origine du sport. Car l'origine du sport, c'est celui-là. C'était l'hygiène, l'entraînement, la musculation, c'est-à-dire le bien-être et la santé. Voilà. Mais à titre d'exemple, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes un grand amateur de rugby, vous avez joué au rugby, et vous nous avez dit que J'étais écœuré par la Coupe du Monde de rugby, épouvanté jusqu'à vomir à la Coupe du Monde de rugby. Pourquoi ? Parce qu'elle était devenue une entreprise géante de spectacle et de publicité. On voyait le rugby le matin, à midi, le soir, on voyait le rugby dans les gares, on voyait le rugby dans le métro, on voyait le rugby partout, alors que ce n'est pas vrai, le rugby est un sport tout à fait particulier, régional. Et par conséquent, cette espèce de débordement m'a complètement dégoûté. Et en plus, les joueurs et les matchs étaient d'un ennui profond, parce que, où ils se soldaient par 80-0, parce que la différence était énorme, ou alors ils se soldaient par quelque chose d'encore plus terrible, c'est l'équipe qui ne jouait pas gagnait toujours, vous voyez, puisque les règles sont telles qu'aujourd'hui, l'offensive est gravement punie. Et au fond, dans cette Coupe du Monde de rugby, il n'y avait qu'une seule équipe qui était admirable, superbe, extraordinaire, à part celle des Fidji, qui était également superbe, c'est l'Argentine. Parce que l'Argentine était une nation neuve, qui jouait au rugby, comme nous jouions à Agen dans les années en question de mon enfance. Vous voyez. Par conséquent, cette Coupe du Monde de rugby a été réellement une abomination à mes yeux. Tout n'est pas perdu, puisqu'il y a au moins quelques équipes tout n'est pas perdu, bien entendu. Mais enfin, ce type d'entreprise de spectacle
est une entreprise de spectacle comme les élections américaines, comme les élections présidentielles en France, comme tout le spectacle de la société, c'est-à-dire privé complètement de contenu et à mon avis, désuet. C'est-à-dire tout cela... Écoutez, François, c'est très simple. La vie a une règle. La vie a une règle. Les grands dinosaures meurent toujours et les petites tailles survivent toujours. Les monocellulaires, les insectes et les arthropodes sont là depuis des milliards d'années. Les grands dinosaures se dégonflent et meurent toujours. Nous sommes à la période des grands dinosaures spectaculaires. Ben, ils vont mourir, tout simplement. Donc oui. les petits, c'est-à-dire oui, les connectés. Les connectés, les petits, voilà, Madame Huard. Voilà. Madame Huard. Madame Huard va battre les grandes entreprises télégéniques, politico-médiatiques, etc. Je crois que nous sommes à la veille du dégonflement des grands dinosaures. Enfin, je l'espère. Les Jeux olympiques modernes, il y a bientôt les Jeux de Pékin, sont très éloignés des Jeux grecs, cela va de soi. Mais est-ce qu'ils ne sont pas... il n'y a pas une sorte de dévoiement, une sorte de perversion au sens propre du terme, un détournement d'un idéal olympique? Je crois qu'ils ne sont pas si éloignés, je crois, des Jeux olympiques grecs pour deux raisons. La première, ils sont éloignés, vous avez raison, pour une raison de croissance. C'est-à-dire les Jeux olympiques se passaient à Olympie, et ne mettait en présence que Sparte, Thèbes, Athènes, enfin les îles alentours. Aujourd'hui, les Jeux olympiques, c'est une affaire mondiale qui ramasse un argent considérable, c'est une affaire d'État, les hommes politiques eux-mêmes s'en occupent, etc. C'est devenu une affaire gigantesque, économique, politique, sociale, etc., et médiatique. Donc ce qui diffère du départ, c'est la croissance. Et c'est cette croissance qui en fait un dinosaure de spectacle comme un autre. Ce n'est rien de plus, les Jeux olympiques, qu'un dinosaure spectaculaire comme ceux dont nous avons parlé. Mais d'autre part, la faute en est quand même aux Grecs. Je ne suis pas complètement sûr que l'idée de plus haut, plus vite, plus fort, qui est la devise des Jeux olympiques, n'ait pas été inventée par les Grecs qui avaient inventé finalement la concurrence, le concours, la confrontation, la lutte. Et donc, ce sont quand même les Grecs qui ont inventé la question qui va gagner. Et donc, c'est peut-être différent parce que ça a gonflé, c'est devenu dinosauresque, mais c'est aussi la même chose parce que ça continue l'idée, justement, de la confrontation et de la concurrence. Alors, si j'avais, moi, inventé les Jeux olympiques de demain, je crois que ce ne serait pas des Jeux, ils ne seraient pas olympiques, et il n'y aurait pas de représentants des nations, il n'y aurait pas de records à battre, etc. C'est-à-dire que ça ne serait rien de commun avec ce que c'est qu'aujourd'hui les Jeux olympiques, et même pas les Jeux olympiques grecs. Parce que les Grecs n'étaient pas, je crois, ce qui est les idées reçues, des champions de l'harmonie, de la beauté, de l'équilibre, etc. Oui, ça va. Ça, on a appris ça à l'école, mais ce n'est pas complètement vrai. C'était quand même des gens bourrés de ressentiments, qui voulaient lutter les uns contre les autres. Ils n'ont jamais même pu faire un empire comme les Romains. Ils ont été toujours éparpillés entre Athènes, la Grèce, etc. Ils n'ont jamais pu faire une confédération. Par conséquent, ils étaient jaloux comme des teignes les uns contre les autres. Et par conséquent, cette idée comme ça de l'harmonie grecque, etc. Ils n'étaient pas à la mesure de l'exigence aristotélicienne. C'est un universitaire typique. Oui. Non. C'est une invention d'historien. Non. Ils n'ont jamais pu, au contraire, se mettre ensemble. Ils n'ont jamais pu se fédérer. Pas du tout. C'était des gens qui étaient haineux les uns contre les autres. La guerre du Péloponnèse en fait foi, la guerre de Troie en fait foi, etc. Bon, ce n'étaient pas des petits saints. Et les Jeux olympiques, ce n'étaient pas des petits saints. Vous voyez, il fallait s'entraîner à lutter contre et à gagner. Au fond, la drogue qui va gagner, elle est née en Grèce. Et elle a gonflé maintenant aux dimensions du dinosaure qui est devenu les Jeux olympiques de Pékin. Moi, si j'avais à penser les Jeux olympiques, je crois que je les effacerais d'un trait de plume. Ça ne m'intéresse plus, vous voyez. Que voulez-vous? C'est la même chose que pour les sports. C'est-à-dire, si vous prenez le classement des nations selon leur produit national brut, vous allez avoir immédiatement le classement des médailles. Alors à quoi bon?
De la même façon que tout à l'heure, c'était plus la peine de jouer parce qu'il y avait le classement des investissements financiers sur les clubs. Maintenant, vous n'avez qu'à regarder le classement du PNB par nation pour savoir qui aura les médailles. Alors, c'est pas la peine. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est du spectacle complètement inconsistant. L'inconsistance spectaculaire a gagné la société, hélas. Le sport aujourd'hui, sous sa forme qui est devenue malheureusement souvent exclusive dans les grands médias, c'est-à-dire la compétition, la confrontation, la recherche du record, elle comporte une sorte d'arrogance. Et cette arrogance, elle est exemplairement en acte dans ces grandes manifestations que sont les rallyes automobiles. Automobile, par exemple, le Paris-Dakar ne peut pas ne pas soulever chez moi une envie de vomir caractéristique. Cette richesse déployée dans les déserts, cette fortune exhibée dans les pays les plus pauvres du monde, c'est quelque chose qui, moralement, politiquement, socialement, à tous les points de vue, est complètement scandaleuse. Vous voyez ? Et là, le sport a pris des dimensions tout à fait honteuses, il n'y a pas de doute. Mais, vous le disiez tout à l'heure, je crois, il y a déjà au XIXe siècle des pages où on raconte que le Tour de France lui-même, passant dans des campagnes françaises appauvries, traversait aussi et faisait voir des riches qui passaient au milieu des pauvres. Par conséquent, déjà, le spectacle avait cette espèce d'écart scandaleux. Vous voyez. Moi, je voudrais insister sur ce point. On parle du Paris-Dakar, qui est une entreprise intercontinentale, si vous voulez. Les Jeux Olympiques sont une entreprise mondiale. Et on est aujourd'hui dans l'idée que la mondialisation fait tout. Et moi, je voudrais dire que la mondialisation permet la localisation et le petit. Moi, je voudrais parler du petit et non pas du gros. Aujourd'hui, on fait des Coupes du Monde, même si le rugby ne le mérite pas, on fait quand même une Coupe du Monde de football, des Jeux Olympiques, etc., le Paris-Dakar, des spectacles grandioses, aussi ridicules d'ailleurs que la finale qui en Amérique s'appelle World Series, série mondiale, alors que le sport en question n'est quand même finalement qu'un sport assez confidentiel. On parle donc de ces gros machins qui, je crois, vont se dégonfler, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne parle jamais du petit. Or, précisément, aujourd'hui, les technologies ou la technologie nous permet de penser petit, de penser local. Pourquoi, par exemple, faire une énorme bibliothèque, qu'on appelle la grande bibliothèque géante, alors que je peux avoir tous les textes dans ma petite boîte, dans mon petit bureau, tout seul, autant de textes, et même plus, que peut en contenir la grande bibliothèque. Alors, le grand, là aussi, va s'écrouler par rapport au petit. Et par conséquent, l'avenir du sport, pour moi, il est très positif. C'est-à-dire, il me concerne. Et il va concerner non seulement moi avec le soin de moi ou le souci de moi, mais surtout le fait que je pourrais, avec mon voisin, partir en promenade, avec ma femme, avec ma famille, avec mes amis, etc., ou me connecter avec des gens qui ont la même passion que moi, parce que le voisin peut ne pas avoir la même passion que moi, me connecter, le connectif dont je parlais tout à l'heure, et de trouver autour de moi, ou vivant dans des cités ou des villes un peu éloignées, des gens qui ont la même passion que moi et qui voudront aller marcher, alors, dans la montagne, dans le désert, etc., courir, etc. Et je crois que c'est ça le sport de demain, et celui que les professeurs d'éducation physique devraient enseigner à nos enfants. C'est celui-là, le sport sain, équilibré. Et peut-être on pourrait, dans ce cas-là, inventer une Grèce qui soit une vraie Grèce, et non pas la Grèce de la compétition dont on fait le modèle de l'harmonie. C'est aujourd'hui que les conditions de l'harmonie, de l'hygiène et du soin de soi sont réunies. Elles ne l'étaient pas avant, elles le sont maintenant. Et par conséquent, abandonnez donc ces grands dinosaures spectaculaires et faites de l'éducation physique ou du sport personnel, individuel, vicinal, avec des voisins, des amis, des copains, et oubliez complètement la confrontation qui est la mère de la drogue et de la misère.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent on oppose le mondial au local. Voilà. Les termes nous y invitent. Mais d'une certaine façon, la connexion, le connectique, c'est une certaine mondialisation qui rend possible le local. Qui rend possible le local. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, la technologie d'aujourd'hui, on la chante toujours sous l'espèce du global. Mais on la chante sous l'espèce du global parce qu'on est toujours dans le global spectaculaire, c'est-à-dire dans le dinosaure. Mais on ne s'aperçoit pas que la technologie d'aujourd'hui permet le local, précisément, permet le soi et le sport. Par conséquent, toutes les entreprises comme les Coupes du Monde, etc., c'est très bon pour réunir du gens et faire beaucoup d'argent. Mais c'est des entreprises commerciales de spectacle, c'est tout. C'est ça, puis en plus ça véhicule au fond un modèle très non seulement arrogant, mais un modèle exclusif, archaïque au sens du conflit, de la conflictualité. Archaïque, c'est-à-dire ça a remplacé la guerre et maintenant c'est la guerre. Et puisqu'il n'y a plus d'autres guerres, c'est ça la guerre. C'est-à-dire ça entretient le modèle archaïque qui était celui de nos ancêtres, où finalement la guerre était la mère de toutes choses. Eh bien non, la guerre n'est plus la mère de toutes choses. Et à certains égards, l'humanité est nouvelle à cet égard. Regardez par exemple l'Europe. Eh bien voilà, l'Europe ne demandera plus la mort de ses enfants. La France le demandait, la patrie le demandait, l'Europe ne le demandera pas. Mais voilà. Nous sommes dans un monde post-héraclité. On est dans un monde nouveau, et donc toutes ces entreprises dont on a parlé tout à l'heure sont des entreprises proches de leur disparition. Le grand pan est mort. Pan, ça veut dire tout. Ces immenses dinosaures de spectacle sont en train de mourir. Ils sont comme ces étoiles dont on voit encore la lumière, mais dont l'astronomie nous a montré qu'ils sont morts depuis très longtemps. Mais on voit encore la lumière. Oui. Mais ce qui vit vraiment aujourd'hui, c'est cette éducation physique-là, ce soin de soi dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme toute chose qui meurt, il y a un sursaut ultime de vitalité que l'on peut prendre pour une régénérescence, alors que c'est l'annonce d'une mort. Alors c'est en train de se dégonfler. Oui, oui. Le Paris-Dakar se dégonfle, les Jeux Olympiques se dégonfleront, il n'y a pas de doute. Et tant mieux.